Je suis à l'ambassade de Belgique, où vous et moi sommes conviés à un dîner chez l'ambassadeur. Alors en Belgique, le souper, c'est le soir, et le dîner, c'est à midi, d'où cette invitation diurne que nous allons avoir le plaisir et le privilège de partager. Bonjour Olivier. Votre Excellence. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Content de vous voir. Madame l'ambassadrice. Oh, quel beau bouquet. Oh, merci, magnifique bouquet, merci. Soyez le bienvenu, je C'est trop vous en gentil. prie. Entrez. Entrez. Soyez le bienvenu. Il est très très beau. Hein. Celui-là. Isabelle, monsieur l'ambassadeur. Votre Excellence, merci infiniment de nous recevoir Avec grand dans plaisir. les ors de l'ambassade du Royaume, avec des invités de grande qualité, je dois le dire. Tous des passionnés de la Chine. Oui, et de la Belgique, je vais me faire un plaisir de les présenter à nos téléspectateurs. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand vous êtes ici? J'entame ma 2e année. Ce sera mon dernier mandat et ce sera probablement le mandat le plus fascinant. Vous avez choisi ou on vous a nommé? Il y a eu de l'influence personnelle? J'ai eu le privilège, si vous voulez, de pouvoir, dans ma fonction à Bruxelles, préparer pour Sa Majesté le Roi la visite d'État qu'il a effectuée en Chine en 2015. Et donc pendant 9 mois, nous avons travaillé ensemble avec tous les collègues pour préparer un beau programme. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir la Chine et que j'ai commencé à développer un intérêt pour le pays. Et comme c'était une visite d'État fort réussie, on m'a proposé, le ministre m'a proposé après, pourquoi pas, d'aller en poste comme ambassadeur en Chine. Vous étiez où auparavant? Moi, j'étais directeur du département qui organise en fait les visites d'État et les missions princières. Ce sont des grands événements. Et d'ailleurs, nous allons avoir encore cette année-ci, en novembre, une visite de la princesse Astrid qui viendra en visite officielle en Chine. Et donc, ça sera aussi pour moi encore un moment privilégié pour pouvoir développer davantage les bonnes relations que nous avons avec la Chine. Madame l'ambassadrice, quelle a été votre réaction quand vous avez appris que vous viendriez en Chine accompagner votre époux? Grande surprise, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais un peu peur au début parce que c'est quand même assez loin, c'est un pays que je ne connaissais pas. Depuis que je suis là, je suis très contente. Ouais. On va parler avec vous dans un petit moment parce que je sais que vous êtes une fan absolue de la Chine et que vous êtes vraiment impliquée dans la vie chinoise, vous êtes vraiment adapté d'une belle manière, on va y revenir. Je propose qu'on regarde quelques images de votre Belgique bien-aimée. For
bienvenue encore une fois à vous tous et merci d'avoir accepté l'invitation. À votre santé. Santé. Avec les images qu'on vient de voir, ça donne envie de visiter votre pays. La Belgique, justement, a une image extrêmement positive, extrêmement sympathique. Vous en êtes l'incarnation. La Belgique, c'est aussi l'humour belge, l'humour noir qu'on retrouve dans le cinéma, dans l'écriture. Chère Madame Véry, on en parlera tout à l'heure. Vous avez une vraie identité qui est reconnue et qui est appréciée et que vous défendez fortement. L'humour que nous pratiquons, c'est de l'humour que nos amis chinois comprennent très bien. Et souvent, je vois qu'il y a beaucoup de connivence dans la façon dont on regarde vers le monde. Parfois, il m'arrive de voir un film et de me dire mais ce sont des Belges là derrière, c'est une manière belge de toi. Et effectivement, et très souvent c'est le cas d'ailleurs. Vraiment, c'est une identité. Madame l'ambassadrice, sans indiscrétion, vous êtes ensemble depuis très longtemps. Vous avez assisté à l'avènement diplomatique de votre époux avant qu'il soit dans cette fonction? On a fait tout le parcours ensemble. Ça fait 40 ans de mariage et de diplomatie. Ouais. Voilà. On s'est mariés et on est parti, je Jeune pense... marié. Le premier poste, c'était le Vietnam. Jeune marié. C'est magnifique. Je pense que j'avais 25 ans. Quelle belle fidélité, quel beau soutien. En plus, chercher la femme, comme on dit. Voilà. Oui, oui. Très bien. Sûr, oui. Figurez-vous qu'on a eu le plaisir de vous suivre il y a quelques jours. Vous m'avez accordé une toute petite interview et on a vu certaines de vos activités qui sont fort intéressantes, très chinoises et qui montrent bien votre belle intégration dans ce grand pays. On va regarder ça. C'est un jeune étudiant de l'école hôtelière à Anvers. C'est son anniversaire aujourd'hui. Quelle coïncidence. Il est venu ici pendant 2 mois. Il a fait 1 mois de stage dans un restaurant, ici à Pékin. Et là, il est venu chez nous pendant 1 mois aussi. L'expérience ici, c'est une expérience unique. Je viens de trouver un très grand marché, pas trop loin d'ici, énorme, couvert. Comme ça, c'est une façon aussi pour moi de pratiquer un peu ma connaissance de chinois qui est très limitée, mais c'est une occasion pour moi de pratiquer un peu. Oui. 你好，这是我的汉语老师。这是我的中文学生，开始上课。上课。叫很好。好。在北京。李。啊，李。对，老是一个师 surname。OK。北京。 La langue est un grand défi pour moi. L'écriture est magnifique. J'aimerais bien, je m'applique un peu, j'essaye aussi d'apprendre l'écriture, ce qui n'est pas facile. J'ai compris qu'il faut au moins 3000 caractères pour savoir un peu lire. Et bon, j'essaye, j'ai un petit paquet de caractères que je connais déjà, 200, 300 caractères maintenant que je connais, mais donc j'ai encore un long chemin devant moi. Je trouve que les Chinois sont très gentils, et ils ont le sens de l'humour, ils sont toujours prêts à vous aider quand vous cherchez un endroit. À la limite, ils vont rater leur train pour vous accompagner jusqu'à la quai pour que vous êtes dans le bon train, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve magnifique. Oui. Et puis, il y a aussi les plaisirs, comme le mahjong. J'aime bien jouer au mahjong. On a un groupe d'épouses ambassadeurs qui se rencontrent presque chaque semaine. Oui, superbe. Donc aujourd'hui, c'est à l'ambassade du Colombie et je pense que peut-être la semaine prochaine, ce sera chez moi. How old is your brother? With 4 people, it's more difficult, that's fine. Wait, then the bouquet. Bouquet also, and then have 3. Nous avons à cette table hautement prestigieuse un deuxième ambassadeur qui n'est autre que son Excellence Nicolas Chapuis, ambassadeur de l'Union européenne en Chine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre rôle si particulier puisque vous ne représentez pas un pays mais tous les pays européens?
Alors qu'ils ont eux-mêmes leur représentation nationale ici. Oui, parce que je ne représente pas chacun des pays, mais leur union. Mon travail est de rapprocher la Chine des institutions européennes, du projet européen, qui est un projet intégrateur des nations. 28 nations aujourd'hui qui forment l'Union européenne, beaucoup de candidats qui frappent à la porte, et puis un qui veut sortir, peut-être. Mais au total, ce projet, depuis sa création en 1957, est un projet qui a montré sa force. Et à l'international, c'est en Chine qu'on devient européen, quand on est belge, polonais, allemand ou chypriote, on découvre qu'on est européen en Chine. Et je suis ravi d'être à cette table parce que, comme vous le savez, la Belgique accueille le siège des institutions européennes. Donc Bruxelles est à la fois la capitale de la Belgique, du Royaume, mais aussi le siège de la Commission et du Conseil européen, et également, il faut le rappeler, le siège de l'Alliance Atlantique, qui est le socle de notre sécurité. Pour nous, aussi bien pour la défense de nos intérêts que pour l'unité de notre pays, il est très important que nous avons une Union européenne forte et que par rapport aussi à nos relations avec la Chine, l'Union parle avec une voix et qu'on défend nos intérêts ensemble. Et donc nous sommes ravis d'avoir l'ambassadeur Chapuis qui nous aide à bien identifier ensemble avec tous les États membres de l'Union européenne les priorités, nos priorités dans nos rapports avec la Chine, dans le développement de nos relations avec la Chine. Et donc, grâce à cette Union européenne unie, forte, nous arrivons à travailler ensemble pour développer davantage les bonnes relations qui existent déjà avec la Chine. Moi, je suis un enfant aussi de l'Europe. Je suis né avec la construction européenne et j'entendais mes parents en parler beaucoup. Depuis pas mal de temps, on parle de l'Europe économique, on parle de l'Europe politique, on parle de l'Europe, heureusement d'ailleurs, écologique. Mais avant tout, la construction de l'Europe a été faite pour arrêter enfin les conflits en Europe. Et de créer les conditions de pacification, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y a des meilleures conditions de vie pour chacun et que la prospérité fait en sorte qu'on s'aide et qu'on travaille ensemble. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de la montée de certains nationalismes? Quelle est la position de l'Europe face à ça, officielle? Moi, je pense que le problème auquel nous sommes tous confrontés, Chinois, Européens, Américains, Indiens et Africains, est le questionnement de la mondialisation. Les gens ne se retrouvent pas dans leur environnement où tout change très vite. La révolution numérique, les enfants d'aujourd'hui manipulent des objets que leurs parents ne comprennent pas. La révolution énergétique. On nous dit tous les matins qu'il fait trop chaud, trop froid ou qu'on court à l'extinction. Donc les gens ont peur. Et les gouvernements qui sont censés rassurer, apporter sécurité, prospérité, stabilité, les gouvernements ont peur aussi. Ils ne savent pas très bien où se situer. Les partis politiques du XXe siècle ne sont pas adaptés au XXIe. D'où les bouleversements politiques que vous trouvez ici et là. Tout qui bouge. Et donc l'Union européenne dit, moi je le dis à mes amis chinois tous les jours, qui sont inquiets. Les règles changent autour d'eux, les alliances d'hier deviennent des confrontations aujourd'hui. Moi je leur dis, écoutez, l'Europe est votre meilleure ancre de stabilité et de prospérité. Nous sommes en cours d'invention, en cours de création d'un modèle nouveau de coopération politique, économique, culturelle, éducative, sociale, qui est parfaitement en adéquation avec la mondialisation. C'est assez chaleureux entre l'Europe et la Chine, avouons-le. Oui, je dirais que ça a toujours été, avec quelques parenthèses évidemment malheureuses, mais n'oublions pas que les premiers rapports euro-chinois remontent au XVIe siècle. Les Américains n'existaient pas à l'époque. Il y avait des jésuites français, portugais, italiens, espagnols à la cour de l'empereur de Chine.
En 1590-1630. Le père Vurbiste. Belge Eh oui. aussi. Et Hein. des Belges. Oui, et des des Belges. Belges. Évidemment. Oui, C'est vrai que dans chaque l'astronomie. grand chapitre d'histoire de Chine, on retrouve les traces d'amitié européenne avec tel ou tel pays. C'est vrai que ces cultures sont imbriquées d'une manière amicale qui renforce aujourd'hui l'actualité. Je crois que ça va plus loin que ça. Quand on regarde de l'autre côté, comment Spinoza, Montesquieu, Diderot, Voltaire, Leibniz ont été influencés par la relation que ces jésuites faisaient de leur expérience en Chine. La Chine a créé les conditions Les Lumières. des Lumières. Si vous me permettez cette familiarité, vous en êtes une autre, Votre Excellence, et on va regarder un petit reportage vous concernant qu'on a filmé il y a quelques jours et qui va bien définir l'une des particularités de votre personnalité. Ambassador, thank you for coming today. Invited me. Yeah. So, let's go. I wish to commend all those who dedicate their time, their energy to this channel, to our channel. C'est ça, on va regarder ça, là, Votre Excellence, on a l'impression que vous êtes un orateur très particulier, que vous aimez ça, vous aimez vous exprimer en public, vous aimez faire des conférences, ce qui n'est pas forcément la qualité première d'un ambassadeur, nous sommes d'accord. Il a beaucoup de talent, mon, Ah oui, mon ça cher c'est clair, collègue. ça c'est clair, vous me l'enlevez de la bouche. Non, un ambassadeur, c'est un négociateur, donc ça forcément dans le secret de la chambre de négociation. C'est un influenceur, un communicateur. Ah oui. Et donc merci de votre éloge. Moi j'aurais envie de vous inviter à dire aux autres ambassadeurs, faites un effort. J'apprécie beaucoup votre réponse. Et c'est un homme de communication qui parle. Vous, je sens que vous aimez ça. Vous aimez communiquer particulièrement. Vous aimez vous exprimer devant un public et, sans flagornerie aucune, vous le faites très bien. J'ai assisté à des conférences que vous donniez où vraiment l'auditoire est totalement conquis. Donc c'est vraiment un talent. Est-ce qu'une fois que vous allez, un jour ou l'autre, un jour viendra, un jour mon prince viendra, comme on dit, est-ce qu'un jour, quand vous raccrocherez les gants d'ambassadeur, j'ai déjà la réponse. Vous continuerez à faire des conférences parce que vous aimez cela et puis parce que vous avez surtout beaucoup de connaissances diverses, en particulier sur la Chine, à exprimer. Moi je ne parle que si on m'invite. Mais vous pourriez faire du théâtre. Mais je suis très heureux dans le secret de ma bibliothèque. Très bien. Petite anecdote, son Excellence
Marc Vink m'a dit hier, lorsque nous préparions cette émission et la tablée, m'a dit, ah ben tiens, j'aurai 2 Chinois à table. J'ai dit, 2 Chinois à table? Il dit, bah oui, bien sûr, parce que son Excellence Nicolas Chaput est aussi un Chinois. Et effectivement, diplômé d'études chinoises et mongoles, vous avez fait l'essentiel de votre carrière dans le monde chinois, 4 séjours à Pékin, 2 à Singapour, vous fûtes consul général à Shanghai, premier ambassadeur de France résidant en Mongolie. Entre-temps, vous avez fait une petite parenthèse au Canada de 2015 à 2017, et puis vous êtes ambassadeur de l'Union européenne en Chine depuis 2018. Vous êtes surtout traducteur, je n'invente rien, de littérature chinoise moderne et classique, et vous avez publié en 2001 un essai intitulé Tristes automnes sur la question de l'identité chinoise ancienne. Quand on entend tout ça, on a envie de vous parler en chinois. N'oubliez surtout pas non plus de manger. Hein. Oui, pardon, tout en mangeant, bien sûr. Donc on bascule sur une autre chaîne. Oui, voilà. Bon, je crois que ce sont des aventures individuelles, mais je ne suis pas le premier, j'espère que je ne serai pas le dernier. Diplomate lettré. La Chine a attiré et a éveillé de grands talents littéraires français. Je suis français. On peut penser à Malraux, qui a écrit La condition humaine à Shanghai, en 1927. On peut penser à Saint-Jean de Perse, dont toute la production poétique est née au moment où il sert à l'ambassade de France en Chine. On peut penser à Claudel, qui a écrit Le soulier de satin alors qu'il était consul en Chine. Et je pourrais citer encore beaucoup d'autres. Plus récemment, bien qu'ils viennent de disparaître, Pierre-Jean Rémy, qui a écrit Le sac du palais d'été, après avoir été un jeune coopérant culturel en Chine dans les années 60 à l'ambassade de France. Donc la Chine a cette capacité à éveiller une dimension lettrée, intellectuelle, qui est l'un de ces traits d'union entre l'Europe et la Chine. Quand Notre-Dame brûle, Notre-Dame de Paris, comme l'avait si bien la dit Chine a pleuré. Voilà. Pourquoi? Parce que Victor Hugo est pour eux La référence. une référence totale, Française. à la fois littéraire, poétique, mais aussi politique. Victor Hugo est le premier intellectuel européen à dénoncer les guerres de l'opium. Il a décrit le sac du palais d'été, par exemple, comme un crime contre l'humanité. Et ça, 150 ans après, les Chinois en sont grés à cette intelligence européenne. Et donc, moi, mon travail, qui est de construire des ponts, un diplomate, c'est aussi un constructeur de ponts. J'en connais un autre ici présent. On parlera avec d'autres génies de la construction. Mais construire, ça signifie créer des passerelles d'intelligence au sens fort du mot intelligence, entendement, compréhension. Les Chinois disent toujours « Ah, les étrangers, c'est compliqué parce qu'ils ne nous comprennent pas. » C'est parce qu'ils ne nous connaissent pas, j'ai envie de dire. Si, mais quand on connaît la Chine, par... on la comprend. Voilà. Bah oui. Et alors, en tout cas, commencer à l'étudier, commencer à l'aimer, c'est poser les bases de la compréhension. Et aujourd'hui, il y a un effort très sensible en Europe, partout en Europe, d'apprentissage du chinois dans l'enseignement secondaire, de découverte de la Chine par le tourisme. Quand on voit le nombre de jeunes Européens aujourd'hui travaillant ou étudiant en Chine, je crois qu'on est dans une meilleure position qu'on ne l'était quand moi j'ai commencé mes études de chinois. Nous avons ici un autre cas très particulier. Très bien. C'est Monsieur Yu. Vous parlez un français absolument magnifique, sans aucun accent. J'émettrai quand même une petite réserve. Vous avez une petite pointe d'accent belge. Tout à fait, mais Comment vous pouvez ce qui nous va expliquer de tout soi, ça? parce que en fait, je travaille avec la Belgique depuis 1996. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'adopte l'accent belge. Et j'ai appris le français en 82. À Pékin.
À Pékin, oui. Ah oui. Mon associé belge est néerlandophone. Donc la langue de notre travail était l'anglais. Donc, Ah d'accord. voilà. Vous parlez un peu le néerlandais aussi? Je comprends un petit peu, Quelques mots, mais ouais. je devrais faire un effort encore. À force de travailler avec la Belgique, je me rends compte que malgré tous les problèmes peut-être internes de la Belgique, il y a des éléments qui unissent la Belgique. Donc c'est le chocolat et la bière. On arrive au siège de Van der Geiten, 250 employés, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bienvenue! Bonjour Antoine, on va faire la dégustation, c'est à quelle heure? Oui, c'est bien. Alors, j'y serai tout de suite, merci. Les présidents ont leur téléphone rouge, j'ai mon téléphone brun, j'appelle la Belgique avec. Voilà. Allô? Goeiedag. Tot ziens. Chers collègues, on va choisir des nouveaux produits à référencer. Bon choix, bonne dégustation.都是一样的，是一批来的货还是怎么着？编号，批号一样。那为什么这个没批号啊？不用担心，不用担心。Voilà ma manière de décompresser. Je cours depuis des dizaines d'années et c'est mon équilibre et puis j'en profite pour réfléchir. Et donc je vais continuer à courir et puis je ferai d'autres marathons. Et le vin dans tout cela? La Belgique reprend aujourd'hui dans toutes ses provinces la culture des vignobles avec des cépages adaptés, nouveaux aussi. Aussi des cépages empruntés autant à l'Allemagne, au Luxembourg, pour créer des vins de grande qualité. Vous importez vous aussi des vins belges? Non, mais j'ai quelques connaissances sur... C'est très mal. C'est très mal. C'est pas bien ça du tout. Attendez, comment ça? Pas de vin belge. Non, c'est-à-dire que... Alors où la Chine s'y intéresse de plus en plus. Non, moi je me focalise sur les bières belges, oui. Parce que le marché est tellement grand que malgré plus de 20 ans de travail, il y a encore des parties à combler. Donc je continue à lutter et à ramener des bières même dans les fins fonds de la montagne, les régions, disons, un peu plus loin, mais donc, on voit de plus en plus de microbrasseries émerger en Chine, donc c'est devenu une culture de brassage. Oui, c'est ça. C'est incroyable en Europe, partout tout le monde fait sa bière, dans le premier village venu, maintenant on fait sa bière. En Chine aussi? Et donc pas mal de jeunes reprennent des brassins et cultivent des brassins pour créer des nouvelles bières. Parlons chocolat également, si vous le voulez bien, et là c'est mon côté suisse qui la ramène un petit peu. Le chocolat, en Chine, ça a été un petit peu difficile au tout début, parce qu'on disait que les gens n'aimaient pas trop le sucré, etc. Mais j'ai vu en quelques années l'évolution incroyable et tout à fait logique de l'amour du chocolat. Et on n'en est encore qu'au balbutiement, on est bien d'accord, Madame l'ambassadrice. Oui, oui, oui. Les chocolats belges ont quelle réputation en Chine? La réputation de qualité qu'ils ont ailleurs? Oui, en fait, une partie de notre mission, c'est d'expliquer aux Chinois comment déguster un bon produit et quels sont les secrets d'un bon produit.
J'ai assisté ici, voilà. dans cette ambassade, à des réceptions très chocolatées. Mais je vous rassure, il y a de la place pour tout le monde, il y a aussi de la place pour le chocolat suisse, bien sûr. Pas de guerre entre le chocolat suisse et le chocolat belge. Non, non, mais bien sûr, c'est une compétition de qualité, amicale et de qualité. Donc finalement, voilà, dans vos fonctions, Votre Excellence, ambassadeur de Belgique, vous recevez parfois des ministres. Et vous avez reçu, il y a quelque temps, un ministre d'État belge qui s'appelle François-Xavier de Donéa. Il est venu dans le cadre de le forum pour la route de soie. À cette occasion, on a fait une petite interview de ce ministre d'État et de vous-même qui est très explicite sur les tenants et aboutissants de cette nouvelle route de la soie. L'initiative de la route de la soie est une initiative visionnaire puisqu'elle vise non seulement à relier la Chine à l'Europe mais également à l'Afrique. Je pense que la route de la soie sera multidimensionnelle, en ce sens qu'il y aura bien sûr la liaison entre la Chine et la Belgique par voie ferroviaire, qu'il y aura aussi bien sûr un développement du commerce maritime, et enfin il ne faut pas non plus négliger les relations électroniques. Cela devrait contribuer à une intensification des relations économiques et commerciales entre la Belgique et la Chine. Le commerce électronique donne déjà aujourd'hui, la possibilité à des petites et moyennes entreprises, même en Afrique très éloignées, de participer au commerce mondial. Il suffit d'être online. Et donc là, nous sommes très heureux et très fiers de pouvoir accueillir en Belgique, à Liège, le centre de distribution de Alibaba pour toute l'Europe, pour créer un écosystème qui est le plus favorable à faire en sorte que tout le monde puisse tirer profit du commerce électronique. Nous avons une très forte présence de nos chocolatiers. Les bières belges sont déjà extrêmement bien présentes sur leur marché chinois. Et là aussi, c'est encore une fois grâce au commerce électronique. La ville de Xi'an va être connectée, ainsi que la ville de Chengdu, avec un vol cargo direct qui va faciliter justement la connectivité de l'intérieur de la Chine. Nous sommes avec la Chine pour développer effectivement cette plus grande connectivité, pour faire en sorte que ce projet permet à avoir une globalisation qui soit plus équitable. Votre Excellence, on a une petite surprise pour vous. En complicité avec votre délicieuse épouse, on a invité une star qui a un talent absolument fou et on a tourné une petite séquence qui vous est dédiée, ainsi bien sûr à tous nos invités, mais qui est un petit clin d'œil particulier à votre personne. On regarde ça. Bonjour, je m'appelle Zhao Bo, je travaille à l'ambassade de Belgique. Je suis chargée de mission culturelle à Wallonie-Bruxelles International. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir d'accompagner une super grande star chinoise. Eh oui, bonjour Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Malheureusement, je n'ai pas pu être présente à votre repas parce que je suis en tournée en ce moment. Je suis quand même très heureuse d'avoir pu venir vous fournir cette petite séquence pour vous saluer. D'abord, j'adore la Belgique. Mes rapports avec la Belgique sont nombreux. La première œuvre musicale que j'ai pu créer avec mon propre style, c'était avec le pianiste belge, Monsieur Jean-François Maljean. Et ensemble, nous avons créé en 2008 la chanson du pavillon belge, intitulée Notre chanson, pour accueillir l'exposition universelle à Shanghai. J'ai chanté au Festival Spa, j'ai aussi chanté devant le roi et la reine de la Belgique à l'occasion d'un dîner mené par notre chef d'État, Monsieur J. Je vais vous dédier une petite chanson que vous allez reconnaître tout de suite. Bon repas, merci. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel
j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Shang, de son vrai nom chinois, Shang Wanji. Si vous la voyez passer près de chez vous, puisque vous nous regardez un peu dans le monde entier et qu'elle tourne dans le monde entier, allez l'applaudir, vous ne le regretterez pas, c'est certain. Un grand merci. Je dois vous avouer, Nicolas, quand je vous ai rencontré, vous avez un côté très sympathique, très modeste, et puis quand on déroule comme ça le fil, quand on tire la corde à nœud, on se rend compte qu'on a une pointure, n'est-ce pas, de l'architecture. C'est incroyable tout ce que vous avez fait, tout ce que vous êtes en train de faire. Et franchement, ça vous honore, votre modestie, votre côté comme ça, très cool, ne le laisse pas forcément présager. Vous savez peut-être pourquoi? Parce qu'il a grandi en Chine, et alors là, il a un aspect chinois, je dirais. Il a appris la modestie. Oui, oui, tout à fait. Non, il a adopté. Hein. Vous avez fait vos études où, d'architecture? À la KUL Leuven et à Louvain-la-Neuve. On va regarder un petit reportage vous concernant et ensuite on revient là-dessus. Voilà, je vous emmène dans mon atelier d'architecture qui est dans les vieux quartiers de Pékin, dans les Routons. On fait beaucoup de recherches sur le recyclage des matières. Ici notamment, on a, pour l'ambassade de Belgique, utilisé les matériaux de la démolition, pendant la démolition de l'ambassade, et on les a reconstitués pour faire un nouveau matériau qui va nous servir à construire la nouvelle ambassade. J'aime beaucoup aussi travailler un peu sur la chimie. Ici, on a un mélange de terre rare et de luciférase qui nous permet d'avoir des pierres phosphorescentes. Et ça nous permet aussi de faire 90% d'économie d'énergie. Là, ici, nous avons le plus grand pont de Pékin, c'est le pont de la Chuan. C'est un pont qui fait 600 mètres de portée sur 4 appuis, avec une porte de 70 mètres et 120 mètres de haut, en fait, qui vont servir d'entrée à Pékin. Ici, nous sommes à Shoukan. C'est une ancienne sidérurgie qui a été complètement rénovée. Elle était très polluante et aujourd'hui, c'est devenu une ville écologique et un site d'accueil pour les Jeux Olympiques. Alors ici, nous avons un des plus grands héritages industriels, le haut fourneau. C'est une machine qui servait à fabriquer l'acier. Elle fait 115 mètres de haut, 55 mètres de diamètre. Elle va être complètement réhabilitée en musée. Là, c'est un de nos derniers ouvrages qui a beaucoup de succès actuellement. C'est une autoroute pour vélo. Et donc, ce qu'elle permet, c'est de faire gagner 1 heure aux habitants pour se rendre au travail. C'est un ouvrage écologique qui augmente la qualité de la vie des habitants. Donc le Big Air, c'est un nouveau sport olympique qui vient d'entrer dans les Jeux. C'est une sorte de saut acrobatique, mais pour le snowboard. C'est une structure pérenne qui est métallique. On peut tourner autour et voir d'où les jeunes se jettent et puis font le saut. Les athlètes vont se lancer à 60 mètres de haut sur la structure, faire leur looping et leurs acrobaties à 20 mètres et atterrir au niveau du lac. On espère que ça va être une œuvre d'art. Si on avance sur ce site qui fait 3 km², on peut voir que toute cette surface
est réhabilitée en nouvelle ville, en ville écologique, une ville du sport, dont une partie de la ville est dédiée aux Jeux Olympiques 2022. C'est en passant ce pont et en franchissant cette porte qu'on rentrera ou qu'on sortira de Pékin. J'ai eu beaucoup de plaisir et de chance d'avoir travaillé sur le patrimoine de la Chine d'abord, pour la sauvegarde de la ville de Pingyao, qui est une ville protégée par l'UNESCO. Travailler sur les pyramides de Chine, qui sont un projet aussi un peu particulier, de compréhension en fait, de l'histoire de la Chine et de son architecture. Et par la suite, de travailler sur l'Opéra national, avec Paul Andreu, sur plusieurs projets olympiques 2008, mais aussi voilà, sur l'ambassade de Belgique, qui est un projet qui va aboutir un jour ou l'autre. Je pense très intéressant. La Chine a su faire confiance aussi à notre savoir-faire belge. Il faut savoir qu'on est un petit pays, mais par contre, on travaille sur des projets extrêmement complexes. Donc on est reconnu aujourd'hui pour savoir approcher les problèmes complexes et la technologie. On s'occupe également de la rénovation d'une nouvelle ville à Pékin, qui est Shoukan, qui va être une ville de l'art, de la technologie. Que d'activités, comment vous faites tout ça quoi. Oui, avec deux mains. Il y a 24 ans dans une journée, on a l'impression que vous êtes omniprésent. C'est vrai que j'ai peut-être un parcours un peu particulier. J'ai beaucoup voyagé et à l'âge de 20 ans débarqué en Chine, traversé toute la Chine d'est en ouest. Et, en solitaire. En solitaire, sac à dos, oui. Donc j'ai pu un peu apprendre la Chine, un peu à la dure, on va dire. Et pourquoi la Chine? Le hasard. C'est sans doute ce qu'on appelle en Chine, il y a un mot qui s'appelle Yuanfen, qui s'appelle la destinée. Et je pense que dans mon cas, elle a beaucoup joué, parce qu'il fallait que je me rapproche de la Chine. Un vieil homme dans l'Himalaya m'a dit que je retournerais à mes racines. Et il y a 2 ans, je me suis aperçu que j'avais des origines mongoles. Ah bon donc, quelque part, le retour n'est pas innocent et que la destinée fait bien les choses. Chère Isabelle Wéry, vous êtes écrivaine et vous êtes venue ici en Chine uniquement pour le plaisir. C'est l'écriture qui m'amène en Chine. Mon histoire avec la Chine, c'est depuis 2 ans et demi, c'est une attraction irrésistible pour une culture qui est d'une richesse incroyable. Et plus on la creuse, plus elle est passionnante et étonnante. La ville de Pékin, c'est une ville pleine de paradoxes. Elle est très riche en mouvements, en couleurs, en modernité, etc. Et il y a plein d'activités à faire. Et paradoxalement, elle est extrêmement calme. Il y a des endroits très paisibles, où il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup d'arbres, on entend beaucoup d'oiseaux aussi. Ah. Donc voilà, ici on se trouve sur une petite place que j'apprécie particulièrement, qui se trouve entre la tour de la cloche, qui indiquait les heures du jour dans le temps, et la tour du tambour qui, elle, indiquait les heures de la nuit. Et c'est une petite place très calme où il y a des jeux d'enfants, des petits vendeurs, parfois des cerfs-volants. C'est une place très vivante de Pékin, je l'apprécie particulièrement. Je me balade beaucoup toute seule à Pékin par toutes les saisons, donc je suis obligée de faire de nombreux selfies dans les lieux touristiques, dans tous les lieux que je visite, comme la Cité Interdite, la Grande Muraille, etc. Ces endroits comme les parcs, etc., c'est très inspirant pour moi. Il y a une vie qui est intrigante, qui me donne une énergie particulière et qui est une bonne inspiration pour l'écriture. Ce qui m'intéresse en venant ici, c'est aussi de rencontrer les étudiants de l'Université des langues étrangères. Et ces étudiants, en général, lisent mes livres. Donc c'est une manière de leur faire découvrir une part de la culture belge et d'avoir des discussions qui sont passionnantes autour de nos cultures qui sont extrêmement différentes. Vous avez été donc dramaturge, vous avez fait du cinéma également. Je suis toujours actrice et je travaille. Vous êtes toujours du cinéma, oui. Très bien. Mais vous êtes surtout connue aujourd'hui pour votre travail de romancière. C'est ça. C'est vous qui avez écrit Marilyn Desossé en 2013, qui vous a valu un prix de littérature. C'est ça. Vous avez écrit Yvette's poème, donc les poèmes d'Yvette. Pourquoi Yvette? Dites-moi pourquoi Yvette. C'est un nom qui me fait rire. C'est le prénom de feu ma maman, donc ça touche tous ceux qui
ont eu quelqu'un de très cher dans leur vie qui s'appelle Yvette. J'ai dit peut-être que sa maman aussi s'appelait Yvette ou Non, s'appelle Yvette. non, elle ne s'appelle pas Yvette, mais Non, c'est un alors, prénom. voilà. Voilà, à votre maman. Très bien. Et puis vous avez surtout écrit en 2018 Poney flottant, qui a été encensé par la critique. Écoutez bien, c'est assez court. Un livre différent, comme un petit bloc d'ambre caché au milieu des galets, qu'on a envie d'emporter et de conserver précieusement comme un trésor. Il s'agit de votre dernier roman. Roman hors norme, bombe poétique qui explose la langue, qui trifouille dans les entrailles de la grammaire, de la syntaxe et des mots. Je crois qu'on a tout dit en entendant ça, parce qu'effectivement, vous avez une écriture un peu révolutionnaire, un peu rentre-dedans. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, à choisir d'écrire du roman, je me suis dit tant de choses ont déjà été écrites et tant de magnifiques choses comment me positionner? Est-ce que ce n'est pas intéressant de créer une nouvelle chose et de proposer une littérature un peu différente? Je m'amuse beaucoup en écrivant à démantibuler les mots, à inventer les mots, à écrire de manière phonétique presque. J'ai commencé à écrire du roman à partir de... J'ai eu mon premier téléphone portable qui tout à coup a influencé beaucoup notre rapport à l'écriture. Voilà, et c'est une écriture aussi contemporaine. Une langue, ça évolue avec le temps, etc. Vous avez lu les œuvres d'Isabelle Wéry? J'ai envie de... Vous devez, absolument vous devez. Je suis curieuse. C'est à la fois révolutionnaire et en même temps, on se laisse emporter, on a envie d'en voir plus. Et puis, si vous le permettez, c'est foncièrement jeune comme écriture, quoi. Parce que je viens aussi du théâtre. Mon expérience de la littérature, elle vient du théâtre, du fait que je suis actrice, que j'ai joué, que j'ai appris par cœur des textes, donc que je suis entrée intimement dans la structure de certaines écritures. Et ça, c'est un bagage, une habitude de l'oralité aussi, qui fait que ça influe sur mon écriture et qu'il y a une forme de vivacité et de langue très orale qui est fluide et rythmée. Oui. Vous avez une place tout à fait méritée ici, puisque vous êtes vous-même une ambassadrice formidable de la francophonie. La francophonie moderne, la francophonie qu'on doit défendre au quotidien, si vous me permettez. Je suis un combattant de la francophonie, personnellement parlant. Donc vous en êtes une autre, chère Isabelle Wéry. Merci. Et félicitations. Avant que vous quittiez la Chine, vous devez absolument passer par Beijing Expo, qui est une exposition sur... vivre vert, vivre mieux, vivre vert, vivre mieux. Nous sommes tout à fait d'accord. Eh bien, figurez-vous que Nicolas Godelet a réalisé le pavillon belge de cette exposition internationale. On a eu l'occasion de le rencontrer là-bas avec un autre architecte formidable, Bernard Véry. Bernard Véry, absolument. Et on va regarder quelques images parce que votre époux, chère ambassadrice, votre époux était présent. Quel jardin extraordinaire! Je suis très content d'avoir ta visite, mon cher ami Olivier. C'est un privilège, votre Excellence. Notre message ici, en étant présent, c'est nous voulons travailler ensemble et nous voulons que la Chine, qui veut être un des moteurs de promotion de l'économie verte, soit effectivement soutenue et que nous travaillons ensemble avec la Chine pour arriver à réaliser les objectifs de l'accord de Paris, pour lequel la Chine est indispensable. Alors c'est ce message-là, et c'est en même temps aussi un signe d'amitié. C'est aussi pour nous l'occasion de promouvoir l'image de la Belgique. Vous allez voir dans chaque petit coin une province qui est représentée, avec un tableau, avec un poème, avec un petit symbole. En même temps, c'est aussi un lieu où on veut accueillir nos amis chinois. Vous avez vu que les gens passent dans notre jardin, ils s'installent, ils s'assiedent, ils prennent un verre, ils rigolent, ils blaguent, ils prennent leur déjeuner. Bienvenue en Belgique. Nous sommes très heureux de voir que la Chine apprécie le jardin belge. Voilà. Notre ami Nicolas Godelet, qui est un architecte belge, qui est d'ailleurs établi ici à Beijing, et qui sera avec nous à notre repas, a conçu un jardin qui en fait intègre pas mal d'éléments qui sont vraiment représentatifs pour la Belgique. Avec la Chine, nous voulons vraiment mettre la promotion de l'écologie au centre. Effectivement, l'écologie nous concerne tous. On voit en ce moment les jeunes défiler dans les rues, avec des slogans formidables d'ailleurs, beaucoup d'humour, pour défendre le concept de cette urgence climatique. Je crois que tout le monde aujourd'hui est très conscient. Ce n'est pas uniquement
vivre vert, vivre mieux, c'est survivre vert. Voilà. Et donc il y a une prise de conscience en Europe. Il y a des activités qui se développent au niveau de la jeunesse, où on sent qu'effectivement il y a une mobilisation. Et je crois que cette exposition à Beijing peut effectivement aussi avoir un effet accélérateur. Et donc nous allons certainement dans les mois, dans les années à venir, aussi au niveau de notre relation avec la Chine, mettre plus l'accent sur l'écologie, en commençant par la construction de notre ambassade, qui sera une ambassade émission zéro, presque émission zéro, où nous allons utiliser le bois et où nous allons mettre en pratique les paroles. Ça, c'est une volonté précise et claire. Je pense que ça correspond aussi à vos affinités. Oui, en tant que protecteur de l'environnement, conscient des enjeux du XXIe siècle, en tant qu'architecte, avec des responsabilités, quelque part. Magnifique. Je pense que c'est important de promouvoir, dans notre cas, le recyclage des matières, l'utilisation du bois, de l'herbe, du bambou dans l'architecture, de changer la perception des ouvrages d'aujourd'hui, contemporains. D'autre part, Votre Excellence Nicolas Chapuis, les dernières élections ont montré une poussée des volontés écologiques, quels que soient les partis en tout cas, mais le message a sans doute été reçu 5 sur 5. Je crois que ça va nous aider. En tout cas sur la question de la lutte contre le changement climatique, où déjà l'Union européenne et la Chine avaient forgé une entente solide, que ces questions-là, surtout avec l'accueil à l'automne 2020 à Kunming d'une conférence mondiale sur la biodiversité, qui sera une conférence aussi importante que celle réunie à Paris en décembre 2015 sur le climat, fait que l'Europe et la Chine, sur la question de l'extinction du vivant, peuvent montrer un chemin. Le message de la jeunesse est clair aujourd'hui. Assez de paroles, des actes. On parle d'urgence climatique. On ne parle pas de projet, on ne parle pas de projection, on parle d'aujourd'hui. Mais il faut être raisonnable. Une chose est de dire que c'est urgent, une autre chose est que chacun accepte de payer. Voilà. Et quand vous avez vu, il y a eu l'année dernière des tentatives d'imposer des impôts carbone, voilà. Les peuples ne suivent pas. Donc, attention, que veulent les peuples? Et vous êtes tous d'accord autour de cette table pour préciser à tous ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde que c'est une chose que l'on doit accorder à la Chine, malgré une réputation de pollution, etc., qui est souvent d'ailleurs une réalité, bien sûr, mais d'une volonté précise et réelle de faire des efforts rapides. La Chine, par rapport à l'Union européenne, est sans doute un allié pour aller vite, bien et réellement. On le voit, nous qui vivons ici. Il y a quand même une vraie amélioration du climat, de l'air, et en tout cas une vraie volonté. Il y a un travail fou à faire encore, on est bien. Disons qu'il y a quand même quelque chose d'important, c'est que la Chine produit énormément, c'est une volonté mondiale, c'est-à-dire que nos pays occidentaux ont déplacé leurs usines en Chine et donc ne peuvent pas revendiquer que la Chine soit trop polluante, puisque nous polluons avec elle, nous sommes les co-polluants. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tous les pays revendent leur droit à la pollution. Donc il y a une économie de la pollution qui devrait s'arrêter. Je pense que tous les pays aujourd'hui en sont conscients, c'est qu'il n'est plus question de faire marcher du droit de pollution. Mais je suis ravi de voir que ce sujet-là, d'un seul coup, éveille chez chacun des réactions plus ou moins vives. Les urnes vont s'en souvenir. Élection après élection, c'est une évidence. Donc les gouvernants et les gouvernements doivent aujourd'hui trouver des solutions qui sont sans doute pas faciles à trouver, mais qui doivent être courageuses. On est maintenant à l'ère du courage par rapport à ces problèmes-là. Est-ce que les deux diplomates que j'ai en face de moi acquiescent? Absolument. Nous devons travailler ensemble, tous ensemble, pour trouver des solutions. Tout à fait d'accord. Absolument. Il faut veiller à mettre en cohérence les engagements et les actes. Oui. Tout le monde parle à peu près correctement aujourd'hui du climat. On ne peut pas faire autrement. Mais nous serons extrêmement actifs en 2020 sur la question de la biodiversité. Formidable. Nous l'appelons de tous nos voeux. Monsieur Yu, des perspectives, des projets, des ambitions? Je suis en tout cas moi-même très confiant. La Chine
a eu des changements gigantesques et je pense que, comme Chinois, nous allons continuer à faire partie de la famille internationale et que nous allons contribuer en tant que membres de la famille. Formidable, cher cousin. Nicolas? Oui, moi, toujours... la liste est longue, j'imagine. De plus en plus de ponts entre la Chine et l'Europe, c'est ce que je fais depuis longtemps. Au propre comme au figuré. Voilà. D'ailleurs. Et est-ce que vous avez, juste pour conclure, un immense projet, un truc qui vous tient à cœur et qui va peut-être se faire, mais c'est pas sûr? Est-ce qu'il y a un truc énorme? Allez, j'étais sûr. Bien sûr. Non, l'idée, c'est de créer en Chine une plateforme pour les arts, qui soit une plateforme européenne de l'Europe géographique et qui puisse réunir tous nos pays européens en Chine pour favoriser leur expression dans tous les arts, c'est-à-dire le cinéma, la danse, les arts graphiques, la littérature. Vous allez échanger vos cartes avec Nicolas Chapuis, je pense que c'est pas déjà fait ça. Vous-même, cher ambassadeur, vous allez continuer à la fois aimer la Chine, aimer l'Europe, défendre les relations et promouvoir l'avènement d'une société meilleure pour laquelle nous plaçons tous nos espoirs. Pour que l'Europe soit forte, il faut qu'elle parle avec la Chine, parce que c'est le fait de parler avec la Chine qui fera que l'Europe sera forte. Ce sont deux amis historiques. On a plus de choses qui nous rapprochent que qui nous divisent. Sans doute. Je crois qu'il faut avoir confiance en la capacité de l'un et de l'autre d'avancer. L'Europe est considérée comme une amie de la Chine, et en tout cas, il y a cette volonté-là. Je veux dire que voilà, il y a une envie d'aller plus loin. En tout cas, comme ça, je le sens. Vous me dire, il y a une envie d'aller plus loin. Absolument. Je crois que cette volonté est des deux côtés présents. Il me reste qu'à vous remercier les amis qui ont pris le temps de venir nous rejoindre. Un grand merci à Isabelle Guéry qui reste encore quelques semaines ici en Chine. Vous avez des projets, vous aussi? Il se passe un truc ici, franchement. Oui, non, vous mais ça, sentez c'est clair. quelque chose de particulier. Ça, c'est très particulier. Vous êtes excité par la Chine, exactement. c'est communicatif. Oui, ça vous met en tant qu'auteur dans un état pas de transe, mais en tout cas, c'est très, très bon pour l'écriture. L'histoire d'amour avec la Chine, elle s'est faite par hasard, vous aussi? Presque par hasard, oui, presque par hasard, mais bon, je suis une voyageuse. J'aime, voilà. En tant qu'auteur, c'est très intéressant de voyager. Voilà. Très bien. On va laisser le mot de la fin, bien sûr, à son Excellence et à Madame l'ambassadrice. Vraiment, c'était un plaisir, n'est-ce pas, d'être invité à votre table. On aurait pu encore continuer, mais encore une fois, un grand merci, Olivier, pour ce que tu fais pour la promotion de la francophonie en Chine, pour la promotion des relations entre nos pays, pour la promotion des relations entre la Chine et l'Union européenne. Il est important que nos amis chinois savent qu'avec une Union européenne comme partenaire, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes au niveau global. Et nous avons confiance qu'à travers les activités que nous allons déployer dans les années à venir, nous allons pouvoir renforcer le partenariat et trouver des solutions pour les défis. J'en suis persuadé. En tout cas, vive la Chine qui nous accueille, vive la Belgique qui est dans nos cœurs, vive l'Europe qui nous fait avancer, qui nous motive. Et merci encore une fois à vous tous. C'était vraiment très agréable. J'espère que nos téléspectateurs ont aimé participer à ce repas. Merci encore, Votre Excellence. Merci à vous. Beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci. Eh bien voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. C'était très sympathique, n'est-ce pas? Je me réjouis de vous inviter bientôt à un autre dîner dans une autre ambassade. Au revoir.